Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, on va parler d'un tout petit film indépendant pas très connu, mais très intéressant, sorti en 2004. Ce film c'est Primer, une œuvre de science-fiction, mais attention, de hard science fiction, c'est-à-dire une science-fiction réaliste, très scientifique, loin des à côté spectaculaires de pseudo-sciences, etc., etc. Un film très peu connu car avec un budget mais ridicule, 7 000 $ seulement, donc un film très indépendant, système D fait à la maison, réalisé, produit, monté, écrit, et même la musique a été écrite par le même homme, donc un certain Shane Carruth qui joue dans le film l'un des rôles principaux. Et c'est un gars qui n'était pas du tout cinéaste à la base, qui a laissé un peu tomber son boulot et sa vie pour se consacrer à ce projet. C'était à la base un ingénieur, un programmateur informatique et un mathématicien. Et dans le film, ça se sent parce que oui, attention, ce n'est pas un film facile d'accès, loin de là. C'est un film très technique qui nous parle des voyages dans le temps. Et moi, j'adore les films qui parlent de voyages dans le temps. Je suis content donc de le découvrir ici. Et si je le découvre, c'est grâce à mon collègue youtubeur que je salue, Zarkan. Je te dédicace cette vidéo. C'est grâce à ta vidéo, dont je mettrai d'ailleurs en description sa vidéo en question. Voilà, c'est grâce à tes vidéos du top 5 Mindfuck, des films Mindfuck que tu préfères. Tu l'as mis en numéro 1, tu m'as donné envie de le voir, ce film. Je l'ai cherché, je l'ai vu, je l'ai trouvé en VOST et je l'ai vu. Et alors, c'est assez incroyable. Je regrette pas de l'avoir vu, mais en fait, après le premier visionnage, et c'était prévisible vu comme les choses étaient présentées, je n'ai pratiquement rien compris. Je suis resté spectateur à la fois distant et en mode mais c'est quoi ce bordel, mais en même temps je me suis totalement attaché à l'histoire, j'étais à fond dedans, tout en ne comprenant pas grand chose, mais je suis ressorti de là hyper fasciné, tant et si bien d'ailleurs que j'ai passé quelques minutes derrière à regarder des vidéos sur YouTube, des diagrammes sur internet pour essayer de comprendre. Et quand un film fait ça, notamment les films qui font réfléchir, c'est qu'il a réussi son pari. Donc je suis ressorti de là totalement en mode c'était quoi ce truc, c'était totalement hermétique, oulala, là, etc. Et j'ai quand même apprécié, sans trop savoir pourquoi et comment. Et voilà la grande magie, entre guillemets, de ce film, c'est qu'il a réussi à me plaire alors que je suis ressorti de là en étant complètement, on va dire, abasourdi et largué. Ça c'est rare quand ça me fait ça. On pourrait rapprocher ce genre de cinéma au cinéma de David Lynch, mais c'est pas dans le même genre, parce que David Lynch, il n'est pas dans la science-fiction. Mais c'est pareil, vous voyez, ce genre de film qui te fascine, et pourtant tu ne piges quasi rien dedans. Alors attention ici, c'est pas du mindfuck, donc ni à la Lynch, ni à la Jodorowsky, ni à la Dupieux. C'est très scientifique. Et j'ai un peu l'impression que Shane Carruth, avec son histoire, il nous a volontairement perdu. Bon, déjà parce que c'est compliqué, en plus, ces trucs dans les voyages en temps, voilà. Il nous a volontairement perdu, je trouve, et je pense que c'est un choix de sa part, en nous tenant loin des choses, en nous mettant dans le rôle du spectateur, en voyant donc des personnages parler d'équations, de thermodynamique, de je sais plus trop quoi là, de plein de théories, d'entropie, le diagramme de Feynman, enfin des trucs, à part si tu as fait doctorat dans le genre, tu ne comprends rien. Même quelqu'un qui passe son bac S serait paumé, donc bon, voilà. Et c'est volontairement un point de vue très très scientifique pour nous enfermer encore plus dans cette bulle et dans l'incompréhension et peut-être nous donner envie de creuser derrière. Et c'est vrai, Zarkan a raison dans sa vidéo, ça te donne envie de revisionner le truc derrière très vite. Et à mon avis, il faut bien le voir 4-5 fois pour être sûr d'avoir compris quelque chose. Parce que quand j'ai vu les diagrammes et des vidéos derrière de théorie, je me dis ah ouais quand même, ah j'avais pas vu ça comme ça. À la limite c'est dommage que je vois ça parce que j'aurais peut-être aimé voir le film une deuxième fois pour comprendre. Bon, alors on va faire un synopsis quand même rapide pour vous donner envie ou pas de voir ce film, oui, parce que malheureusement ce film ne plaira pas à tout le monde. Je pense qu'il y en a certains qui au bout de 15-20 minutes vont lâcher prise. Parce que ça met du temps en plus à se mettre en place, il y a bien 30 minutes d'exposition dans le machin, etc. Bref, c'est l'histoire donc de 4 ingénieurs qui travaillent ensemble dans une banlieue pavillonnaire américain. Après leur boulot, ils essayent de mettre au point une machine pour avoir un brevet scientifique, une machine qui devrait révolutionner le monde. Pas une machine à voyager dans le temps à la base, non, mais une machine capable de réduire la masse des objets. Très importante, par exemple pour l'astronomie, ça serait incroyable qu'on puisse inventer un truc comme ça afin
de, voilà, qu'une fusée, par exemple, dans l'espace puisse contenir plus de carburant en, en même quantité, mais avec masse réduite pour aller plus loin et plus longtemps dans l'espace. Voilà. Pareil pour la nourriture et tout. On pourrait imaginer plein de trucs là-dessus. Et de ces 4 ingénieurs, on se concentre très vite sur 2 d'entre eux. Donc Aaron, joué par Shane Carruth lui-même, et Abe, son pote, qui est joué par David Sullivan. Et ces 2 ingénieurs, ils se rendent compte que, en fait, avec cette machine, en faisant donc des tests avec de l'argon, donc ça c'est un gaz, je crois, qu'on va pas réduire la masse, enfin, on va pas seulement réduire la masse de l'objet si on fait ça, mais avec, on ne sait pas trop comment, avec cette technique, apparemment, on aurait la possibilité de revenir dans un passé proche. Ça se joue à quelques heures près, je crois que c'est 6 heures hein, la timeline dans le film. Et se rendre compte de ça grâce à un champignon. Voilà, ils ont fait un test, puis à un moment, il y a un champignon. Et se rendre compte qu'il y a un truc avec des moisissures qui n'était pas possible en quelques minutes. Donc, ça veut dire qu'on peut aller plus loin, etc. Et puis après, ils font des tests avec des montres. Jusqu'au jour où il y a un des deux, donc Abe, qui décide de faire un test avec sa propre personne. Voilà. Alors, c'est un petit peu le fantasme. D'ailleurs, c'est super bien réalisé, je trouve, quand Abe fait ça et qu'il annonce à Aaron, donc Shane Carruth, que c'est possible de faire ça. Shane Carruth joue très bien le gars candide qui est là, qui se dit oh my god, c'est vrai, enfin, ah, je comprends pas, enfin, oh là, il fait le choqué, même limite le faux choqué, mais parce que il connaît l'histoire des voyages dans le temps quand même. Bon, là, ce sont des scientifiques, donc ils se sont imaginés plein de trucs. Et c'est super intéressant de voir ces 2 hommes qui semblent avoir découvert quelque chose d'extraordinaire qui va révolutionner le monde de la science et même l'humanité sur le papier. Et forcément, leur premier réflexe, c'est d'essayer d'utiliser ça pour gagner de l'argent. Voilà, ce que je pense beaucoup de gens feraient. Hein. Je pense que si on avait une machine à voyager dans le temps hein, dans les mains, on essayerait de revenir dans le passé pour gagner de l'argent, pour connaître les chiffres du loto par exemple, peut-être pour sauver la vie de quelqu'un qu'on aimait beaucoup, mais attention aux conséquences derrière, évidemment. Et ici, ils essayent donc d'aller gagner de l'argent, mais en étant malins et en essayant de limiter le maximum les conséquences possibles, en anticipant les cours de la bourse avec des stock options, etc. Bon, sauf que voilà, qui dit voyage dans le temps dit possibilité de paradoxe, et se pose un peu cette question-là, et le film la pose cette question aussi, mais de façon très subtile. Comme je l'ai dit en intro, c'est de la hard science fiction. Ne vous attendez pas à des trucs de fou avec le continuum espace-temps en danger, c'est pas non Zeus Doc. Tiens, j'ai déjà fait cette voix il y a pas longtemps, je crois. Bah oui, j'ai parlé de Quartier lointain, un film aussi qui parle de voyage dans le temps, là, il y a très peu de temps, je crois que c'est la vidéo juste avant d'ailleurs. Ah, les voyages dans le temps, j'aime bien, tiens, c'est 2 films d'affilée que je vois dans le genre, il n'y a pas de hasard. Bref, évidemment, on parle des conséquences, de la causalité et des conséquences. Le fait est que dans un problème de voyage dans le temps comme ça, il y a forcément son double quelque part qui existe. Mais ils arrivent à gérer. Alors c'est très compliqué, je ne vais pas expliquer là parce que je vais mal le faire et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Si vous arrivez à le découvrir après un visionnage, ils ont découvert donc un système avec des boîtes et tout. L'un qui rentre dans une boîte, il calcule le temps pour qu'il revienne à un moment, au moment où l'autre est dans la boîte, il ressort, etc. Enfin, il revient là pour engager un truc qui fait qu'en fait les doubles ne se rencontrent jamais. Oui, ce que je dis n'a aucun sens, mais il faut voir le film. Et encore, je pense que je suis à côté là. Peu importe. Et pendant ce temps, pendant que le double est revenu dans le temps, l'autre reste caché dans une chambre d'hôtel pour ne pas pour croiser personne et pas faire en sorte qu'il y ait 2 fois son double dans la vraie vie. Alors c'est gérable au début quand seul Abe gère le truc, mais quand ils sont à 2 à le faire, c'est plus compliqué. Évidemment, vous pouvez imaginer que à force de le faire, parce qu'ils vont pas le faire plus une seule fois, il va se passer des trucs entre potentiels conflits, erreurs et autres conséquences derrière. Et c'est vrai qu'à un moment dans le film, vers les 20-30 dernières minutes, ça va très vite. Il y a pas mal de trucs qui se passent et c'est très difficile à suivre. Et quand on arrive à la fin du film, on se dit, ouh, aïe, aïe, quand même, c'est chaud. Voilà. Et moi, à la fin du film, j'étais là en mode, mais en fait, ok, d'accord, enfin, je comprends, voilà. Il y a aussi évidemment la thématique que le voyage dans le temps, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, ça serait invivable pour celui qui le fait. Même s'il essaye de limiter les causalités et tout, de toute façon, c'est impossible parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut changer, ne serait-ce que par exemple en renversant un verre qui ne devait pas être renversé là, au moment T, en loupant un appel ou en passant un double appel sans le vouloir, parce que c'est ce qui se passe un moment dans le film. On ne peut jamais savoir ce que ça changerait, hein, la fameuse théorie du battement d'aile d'un papillon, voilà. Et on comprend à la fin que le voyage dans le temps,
plus on en fait les voyages dans le temps, plus on s'isole. Et c'est un peu l'histoire du film, c'est que ces deux personnages, à vouloir changer les choses et s'enrichir et tout, bah, plus ça va, plus s'isolent dans une incapacité de... Enfin, ils peuvent plus revenir en arrière à un moment, grosso modo. Enfin, si, mais oui et non. Et c'est le thème de l'isolation, parce que quand tu fais des voyages dans le temps, tu es condamné à vivre seul et isolé de tout, de tous, pour pas pouvoir, pour pas gâcher des vies et pour pas mettre le monde ou certaines personnes en danger. Et c'est un petit peu ça le thème. Mais alors c'est subtil. Et ce film, en fait, j'ai beau avoir rien compris, ou presque, enfin voilà quand même, mais bon, ça se suit, ça a beau être hermétique absolu, ce n'est pas un vrai film en fait, c'est un faux film. Les acteurs sont pas extraordinaires, mais ils jouent super bien le rôle qu'ils ont. En même temps, je crois que je pense, enfin en tout cas, Shane Carruth, c'est vraiment un ingénieur, un mathématicien et tout, donc il joue quasiment son propre rôle. L'autre, je ne sais pas. Mais il y a ce choix de la part de Shane Carruth de nous mettre totalement à l'écart. D'habitude, quand on regarde un film, souvent on en sait plus que le personnage principal. Et c'est ça qui est intéressant. On voit sa réaction par rapport aux choses, etc. Là, c'est l'inverse. Les personnages principaux en savent 100 fois plus que nous. Et en plus, au niveau technique et scientifique, il y a des dialogues, à un moment, oh, un peu plus de 3 mg d'argon sur du machin truc et tout. Mais c'est la thermodynamique du machin, bon bref, il y a des trucs comme ça absolument incompréhensibles. Et en fait, ce film nous met totalement à l'écart. Et c'est un anti-film. Voilà. Normalement, voilà, celui qui regarde le film en sait plus, parce qu'il y a plusieurs scènes et tout, en sait plus que les personnages, grosso modo, sauf bien sûr sur certains twists et certaines révélations, évidemment. Et là, c'est l'inverse. On est toujours largué, et les personnages ont toujours un temps d'avance, même plus qu'un temps d'avance sur nous. Un temps d'avance, c'est drôle d'ailleurs. Et même entre eux, il va y avoir un moment où on va se rendre compte que il y en a un qui a forcément un temps d'avance sur l'autre, et c'est pas tout le temps celui que l'on croit pour les raisons que l'on pense. Et c'est ça qu'on apprend à la fin, et c'est assez génial, je trouve. Voilà, donc si vous aimez les films totalement fous au niveau scientifique et voyage dans le temps, je pense que c'est l'un des films les plus fous que j'ai vus de ma vie au niveau voyage dans le temps. Enfin, qui joue avec le temps, avec Denis Darko. Mais bon, Denis Darko, j'ai dû le voir 6 7 fois, et à chaque fois que je le vois, je découvre des petits trucs, mais je pense avoir compris totalement l'histoire. Il y a aussi Prédestination, d'ailleurs, ils sont cités ces films-là dans la vidéo de Zarkan. C'est des films magnifiques qui parlent du temps et du rapport par rapport au temps et des voyages dans le temps. Finalement, on est loin de Retour vers le futur, qui a un côté très simple, mais qui est génial. Hein. C'est le côté aventure épique et tout, c'est autre chose. C'est un autre genre de science-fiction de divertissement, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire, voilà. Là, c'est de la science-fiction intelligente, pseudo-réaliste, parce que finalement, quand on voit ça, on se dit, mais oui. Et avec je trouve que tout le message du film autour des conséquences potentielles est très intéressant, et c'est pour moi le film de science-fiction autour du voyage dans le temps le plus réaliste potentiel que j'ai vu de ma vie. Voilà, mais alors, tellement réaliste qu'on n'y comprend que dalle et qu'on se perd totalement dans les méandres labyrinthiques de ce primer. Voilà, donc c'est un film à voir. Il dure que 1h17, donc à la rigueur, c'est vrai qu'il a l'air de. Enfin, 1h17, mais il est tellement riche, il y a tellement de trucs dedans, il est tellement hermétique que ça te donne l'impression qu'il dure plus longtemps. Finalement, la durée du film est assez bonne, parce que ça avait été plus long, on aurait été peut-être encore plus largué, à un moment on aurait peut-être décroché. Donc il faut tenir les 30 premières minutes en fait. Il ne faut pas lâcher prise, c'est vrai, il y a beaucoup de trucs autour de la science qui sont balancés comme ça au début. On met du temps à voir où ils veulent en venir, mais quand ça part, mais bon, il faut rester dedans et accepter surtout l'idée qu'on ne comprend rien. Pour arriver à la fin et se dire, ah ouais, on en est là, donc si je me rappelle bien et tout, et peut-être même certains seront assez fous pour relancer le film directement derrière. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, mais c'est vrai que si j'avais eu le temps, je me serais peut-être remis le film direct, en forme de boucle d'ailleurs. Peut-être que le film, pour être compris, le film qui parle de boucle, on revient en arrière, de boucle temporelle quelque part, peut-être que pour être mieux compris, il faut le voir en boucle. Ah, c'est une mise en abîme improbable. Là. Voilà, donc Primer, un film très indépendant, très peu connu, mais qui a quand même eu son succès underground sur Internet notamment. À voir, à apprécier potentiellement, mais surtout à analyser derrière, parce que c'est toujours intéressant ce genre de film-là. Voilà, à la prochaine. Ciao.